Deux chiffres commencent par se contredire et fissurent un récit qu'on croyait figé, un pays donné pour perdu, une armée déclarée à bout de souffle. Pourtant, dans ce frottement entre pronostic et réalité, quelque chose se retourne. Les courbes de terrain montent là où les communiqués internationaux annonçaient encore la chute, comme si le centre de gravité basculait lentement. Que vaut alors la parole des experts face à ce renversement vécu chaque jour par ceux qui traversent les routes minées, quand le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un point fixe sur toutes les lèvres? À l'horizon proche, la rupture semble moins un slogan qu'un compte à rebours. Sous la surface des images spectaculaires venues du Sahel, une promesse plus discrète se dessine. Comprendre non seulement ce qui change au Burkina Faso, mais pourquoi ce changement semble tenir malgré les pressions extérieures et les fragilités internes. La valeur de cette analyse repose sur un bénéfice clair: saisir les leviers réels du basculement institutionnel et non les récits qui l'enrobent, car derrière chaque indicateur de sécurité, chaque reprise de territoire ou chaque geste symbolique, se joue un pari national où la réussite ne dépend plus d'un discours, mais d'une cohérence retrouvée entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Le risque majeur, lui, tient dans la même dynamique. Si l'élan s'inverse, c'est tout l'édifice naissant qui vacille, révélant combien la stabilité acquise reste jeune, fragile et exposée aux interprétations contradictoires. Un micro-hook émerge alors, et si les chiffres ne racontaient qu'une moitié de l'histoire? Dans ce cadre tendu, chaque donnée que nous analyserons devient un fil à suivre, un test de solidité, une manière de mesurer la vérité derrière la narration. Un détail passé inaperçu dans les premiers comptes rendus militaires éclaire pourtant l'ensemble. 5 brigades d'intervention rapide ont été remises en action en moins de 30 jours, un délai qui ne correspond à aucune réforme administrative classique. Et ce chiffre, isolé mais vérifiable, révèle une mécanique plus profonde où la méthode d'Ibrahim Traoré semble déplacer le centre de décision bien plus vite que ne l'admettaient les observateurs internationaux. À partir de ce pivot silencieux, le fil des événements se recompose avec une cohérence nouvelle. Les premières semaines du capitaine ne relèvent pas d'une succession de gestes symboliques, mais d'une stratégie d'endurance où la souveraineté se mesure non au nombre de discours, mais à la capacité d'un État à tenir sa ligne malgré l'érosion institutionnelle. Dans les couloirs d'hôpital comme dans les postes avancés, le pouvoir ne s'annonce pas, il circule. Les officiers décrivent une chaîne de commandement moins verticale, plus respirante, où la décision remonte du terrain avant de redescendre sous une forme clarifiée. Cette fluidité, longtemps absente, sert de charpente au renouveau. Le contexte élargi confirme cette impression. En décembre 2024, la promotion du colonel Mouzadou, salué pour avoir tenu la ligne sous le feu à K, marque la première articulation visible du dispositif. Le commandement cesse d'être une tour d'ivoire pour devenir un réseau organique où chaque nœud doit justifier son utilité. Le moral remonte dans les garnisons, les hélicoptères immobilisés redécollent et les communications rétablies entre Dori et Kaya craignent une synchronisation que l'armée n'avait plus connue depuis des années. Les témoins parlent de respect plutôt que d'ordre, d'appartenance plutôt que de distance. Dans ce glissement lexical et opérationnel, la bascule du Burkina Faso prend forme, une reconstruction qui commence non sur le front, mais dans la manière même dont un pays se regarde. Dans les premières semaines du renouveau sécuritaire, 2 trajectoires individuelles permettent de comprendre l'ampleur du mouvement, celle des officiers de terrain devenus, presque malgré eux, les repères d'une armée qui cherchait encore sa respiration. Le cas du colonel Moussadou, déjà évoqué dans les rapports de décembre 2024, en est l'illustration la plus nette. Sa promotion n'est pas seulement une récompense opérationnelle, elle devient un signal envoyé aux unités épuisées, celui qu'un commandement présent, exposé et cohérent reste possible même sous pression constante. Les échanges enregistrés à K montrent qu'il a tenu la ligne en refusant d'abandonner les postes avancés malgré la rupture intermittente des communications, geste qui a pesé lourd dans le moral des troupes. Un second exemple, plus discret, éclaire une autre facette du changement: la réorganisation de la logistique autour de petites cellules techniques capables de remettre en service des véhicules ou des hélicoptères en quelques jours. Dans un bataillon proche de Dori, un adjudant raconte que 3 appareils, cloués au sol depuis des mois, ont redécollé après une semaine de travail continu, grâce à une coordination nouvelle entre mécaniciens,
opérateur radio et responsable de terrain. Cette rapidité, autrefois inimaginable, a produit un effet d'entraînement. Les unités isolées ont compris que la chaîne arrière n'était plus un goulet d'étranglement, mais un soutien actif. Ces deux cas, placés côte à côte, montrent comment les premiers impacts ne proviennent pas d'un changement doctrinal, mais d'hommes qui deviennent des relais vivants d'une organisation en reconstruction. Et la question centrale demeure: que vaut une réforme si elle ne transforme pas ceux qui la portent au quotidien ? Le déclencheur survient dans un silence presque administratif. La remise en action des brigades bures, unités légères conçues pour intervenir en quelques heures. Rien dans les communiqués de début 2025 ne laissait penser que cette activation marquerait un tournant stratégique. Pourtant, elle devient l'étincelle. Les premiers détachements se déploient sur les axes d'Oricaya, rétablissent les transmissions et réduisent les pertes dans les zones rouges. Chaque mouvement crée un précédent. Les patrouilles avancent, les postes isolés reconnectent, les villages reprennent contact avec les marchés, le pays respire par à-coups. Puis, la séquence s'accélère. Le déclencheur devient un flux. Ibrahim Traoré quitte son bureau, passe 2 nuits en base avancée, sans caméra ni protocole. Le geste circule dans les casernes. On raconte qu'il a partagé la ration, écouté les griefs, vérifié les stocks de munitions. En interne, ce simple déplacement opère comme un rééquilibrage. Le commandement n'est plus un sommet, mais un cercle. Les hommes se resserrent. Les officiers ajustent leur posture. L'énergie remonte. La deuxième phase, logistique, transforme l'élan en architecture. Les dépôts d'armes rouvrent, les convois reprennent, les hélicoptères redécollent, les mécaniciens travaillent jour et nuit, les transmissions rétablies permettent enfin de synchroniser les offensives sur plusieurs théâtres simultanés. Les familles témoignent d'appels rassurants, on entend de nouveau les moteurs au-dessus des villages du Sahel. Une armée longtemps fragmentée retrouve un tempo commun. Le point haut arrive entre mars et avril 2025. Les rapports indépendants confirment la réduction de moitié des attaques dans certaines zones autrefois classées inaccessibles. Les soldats disent qu'ils avancent et non plus qu'ils tiennent. Les civils traversent les routes sans escorte. Les marchés périphériques rouvrent, les écoles reprennent des activités régulières. Dans le même temps, les chancelleries occidentales se crispent. Washington, Paris, Bruxelles publient des notes prudentes. On parle de militarisation accélérée, de concentration du pouvoir, de risque de dérive. Le contraste entre perception interne et externe éclate. Au cœur du crescendo, un autre glissement se produit, celui du vocabulaire. Les soldats n'évoquent plus des ordres, mais du respect. Le moral remonte comme une braise rallumée. Dans les garnisons, des hommes blessés se remettent à rire. Des unités jadis indisciplinées adoptent une cadence plus stable. La confiance change tout. Elle permet d'absorber les contraintes, de compenser les failles logistiques, d'encaisser les contretemps tactiques. Sous la figure d'Ibrahim Traoré, l'uniforme cesse d'être distance. Il devient appartenance. La séquence atteint son apogée en juin 2025 avec l'inauguration du centre médical militaire de Bobo Dioulasso. Le lieu devient le symbole d'une bascule. La violence ne se mesure plus en opération, mais en mémoire soignée. Les soldats blessés saluent un président venu sans escorte. Les caméras étrangères, longtemps silencieuses, redécouvrent un pays qui marche autrement. Chaque lit occupé raconte l'histoire d'une armée qui se reconstruit par l'humain. Puis la phase de résonance commence. Les succès s'installent, mais les critiques aussi. Les observateurs parlent d'autoritarisme latent. Les civils expriment des inquiétudes sur les contre-pouvoirs. Traoré répond par des programmes d'intégration. VDP, blessés de guerre, bénévoles civils. Le message se resserre. La force ne protège que la vie. Le pays avance entre confiance nouvelle et vigilance imposée. Dans cette succession de déclencheurs, d'élan et de répercussions, une idée domine. Rien n'a été proclamé, tout a été fait. Et le cours du Burkina Faso s'est modifié non par un décret, mais par une poussée patiente, presque organique. La dynamique qui semblait d'abord intuitive se clarifie dès qu'on observe l'évolution chiffrée. Le taux d'opération réussie est passé de 42% à 68% entre janvier et octobre 2025. Un bond qui sert de ligne de base pour comprendre la transformation interne de l'appareil sécuritaire. Ce delta, spectaculaire mais cohérent, renvoie d'abord à une réorganisation de la chaîne de commandement. Les missions, autrefois planifiées en près d'une semaine, sont désormais montées en moins de 48 heures,
ce qui réduit mécaniquement les angles morts, raccourcit les fenêtres d'infiltration ennemie et modifie la temporalité du conflit. Le gain opérationnel n'est donc pas un miracle tactique, mais l'effet cumulé d'un rythme plus dense, d'une transmission plus claire et d'une logistique réparée. Le deuxième indicateur confirme cet effet systémique. Plus de 200 véhicules blindés ont été livrés entre août et octobre 2025, dotés de moyens de communication sécurisés qui n'existaient pas dans la plupart des unités périphériques. Ce chiffre n'évoque pas une militarisation aveugle. Il révèle la fermeture progressive des brèches qui paralysaient les opérations depuis des années. Avant ces livraisons, les convois restaient exposés, les évacuations prenaient trop de temps et les bataillons avançaient de manière dispersée. L'amélioration matérielle devient donc une condition de cohérence. Les unités peuvent se rejoindre, se couvrir, se relayer, tenir une zone sans épuiser leurs effectifs. L'effet le plus visible se lit dans les témoignages de terrain. Les patrouilles cessent d'être des paris risqués et redeviennent des missions structurées. La mobilité change la psychologie autant que la tactique. Le troisième nombre éclaire la dimension civile de cette mutation. Le programme d'intégration des volontaires du VDP compte désormais près de 15 000 membres formés, un volume qui déplace la frontière entre armée et population. Cette montée en effectif n'est pas une extension brute, mais un tissage. Chaque volontaire représente un relais d'information, un soutien logistique, un stabilisateur local. Dans les zones rurales, la présence de ces équipes réduit les délais d'alerte, fluidifie les évacuations et limite les ruptures d'approvisionnement. L'effet indirect mais décisif réside dans la participation. Lorsque les habitants deviennent acteurs de leur propre sécurité, l'armée cesse d'être perçue comme une force extérieure et retrouve son rôle de colonne vertébrale communautaire. Pris ensemble, ces trois chiffres réécrivent la cartographie du Burkina Faso. Le bond de 42% à 68% dans la réussite des opérations n'est pas qu'un indicateur militaire. Il signale que la chaîne décisionnelle s'est assouplie, que les hésitations se sont réduites et que les contretemps ne brisent plus la dynamique générale. Les 200 véhicules livrés, eux, forment une preuve matérielle que la logistique cesse d'être une excuse. Quant aux 15 000 volontaires intégrés, ils montrent que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se renforce en se partageant. Ainsi, derrière chaque progression numérique se cache une transformation humaine, où organisation, confiance et circulation de l'information redéfinissent les contours d'une armée en reconstruction durable. Deux thèses s'affrontent aujourd'hui autour de l'évolution sécuritaire du Burkina Faso. La première, largement relayée dans les chancelleries occidentales, affirme que la montée en puissance de l'armée traduit une concentration inquiétante du pouvoir. Selon cette lecture, la discipline accrue, la coordination plus serrée des unités, la réouverture des dépôts d'armes et la multiplication des brigades d'intervention rapide alimenteraient une trajectoire autoritaire. Les rapports évoquent une presse fragilisée, un commandement trop centralisé et un risque de militarisation de la société civile. Pour ces observateurs, l'amélioration opérationnelle, opération réussie passant de 42% à 68%, logistique accélérée, synchronisation des offensives, serait le symptôme d'un ordre vertical qui pourrait dériver si les contre-pouvoirs restent faibles. La seconde thèse, portée par les habitants des zones rurales et les soldats de terrain, oppose une lecture radicalement différente. Pour eux, ce renforcement n'est pas une dérive, mais une nécessité vitale après des années d'abandon. Ils rappellent que l'aide étrangère n'a ni réduit les attaques, ni rétabli la confiance. Il souligne que la baisse de moitié des violences dans certaines zones autrefois inaccessibles, le redécollage des hélicoptères immobilisés, la réouverture des marchés et la circulation retrouvée des convois civils ne relèvent pas d'un durcissement politique, mais d'une restauration minimale de l'État. La délivrance de plus de 200 véhicules blindés et l'intégration de 15 000 volontaires du VDP sont pour eux des preuves tangibles que l'armée ne se referme pas. Elle s'étend à la société pour la protéger et non pour la contrôler. La réponse la plus solide, la Stillman, se trouve dans les données Smith. Aucun chiffre du terrain ne montre une extension illimitée de l'appareil coercitif. Tous montrent, au contraire, une réduction des pertes, une amélioration logistique et une participation civile accrue. Les indicateurs ne parlent pas d'un verrouillage, mais d'une reconstruction. La critique externe demeure légitime, elle devient toutefois insuffisante.
si elle ignore le fait que les progrès observés ne sont pas des manifestations de pouvoir, mais des réparations structurelles d'un État qui n'avait plus les moyens d'assurer sa survie. Le pivot apparaît d'un coup. Ce renversement discret prend forme lorsque les premières semaines de 2025 montrent non seulement une coordination retrouvée, mais une mutation du rapport au commandement. Les soldats décrivent un phénomène rare. L'autorité cesse d'être un ordre et devient une présence. Cette bascule, presque anthropologique, marque le milieu du récit. Elle révèle que les succès tactiques ne sont que la surface d'un mouvement plus profond. Le geste d'Ibrahim Traoré, quittant son bureau pour passer 2 nuits en base avancée, cristallise ce tournant. Sans caméra, sans protocole, il écoute, partage, vérifie. Pour les unités, ce moment n'est pas un symbole politique, mais une preuve d'engagement. À partir de là, le moral remonte comme une ligne de front inversée. La révélation du midpoint tient alors dans un simple constat. La stabilité naissante n'est pas fabriquée par un discours, mais par la circulation de la confiance. Les missions sont montées plus vite, les hélicoptères redécollent, les convois reprennent et les villages rouvrent leurs marchés grâce à une chaîne qui fonctionne enfin. Ce n'est plus une réforme militaire, c'est une respiration collective qui change l'allure du pays. Les effets visibles de la transformation sécuritaire se déploient désormais dans 4 cercles distincts, chacun révélant une profondeur différente du changement. Pour ce qui concerne les populations locales, montre une amélioration immédiate de la vie quotidienne. Dans les villages autrefois coupés du reste du pays, les convois civils circulent de nouveau, les marchés rouvrent et les écoles reprennent cours. La baisse de moitié des attaques dans certaines zones autrefois inaccessibles n'est pas qu'un indicateur. C'est la preuve que la reconstruction sécuritaire se traduit en liberté de mouvement. Les familles décrivent un retour du téléphone, des routes qui ne sont plus synonymes de peur, et une normalité qui redevient imaginable. Ici, l'impact se mesure en souffle retrouvé. Pour ce qui est des unités militaires, les soldats disent qu'ils progressent plutôt qu'ils ne résistent, signe d'une psychologie inversée. Le moral, mesuré en hausse de 35% par le ministère de la Défense, reflète ce glissement. Les hélicoptères immobilisés redécollent, les transmissions sont rétablies et les véhicules blindés récemment livrés, plus de 200 entre août et octobre 2025, réduisent l'exposition au danger. La chaîne de commandement, devenue plus fluide, transforme la manière même de préparer une mission. Les opérations, montées en moins de 48 heures, modifient le tempo stratégique et recréent un sentiment d'efficacité collective. Pour les troupes, cette mutation n'est pas théorique, elle est vécue. S'agissant des dynamiques sociales et civiles, le programme d'intégration du VDP atteint près de 15 000 volontaires formés, créant un maillage inédit entre population et armée. Cette participation élargit les capacités d'alerte, renforce les évacuations et consolide la présence de l'État dans des zones longtemps livrées à elles-mêmes. Les blessés de guerre sont suivis, les veuves reçoivent un soutien, les orphelins sont intégrés dans un cadre social structuré. Les familles témoignent d'une attention nouvelle. Dans les écoles, les enfants apprennent les noms des héros récents, créant une mémoire partagée qui réduit la distance symbolique entre civils et militaires. La discipline cesse d'être contrainte, elle devient vertu civique. Pour ce qui touche à l'échelle régionale et géopolitique, les voisins maliens et nigériens observent le Burkina Faso comme un laboratoire d'autonomie souveraine, capable de stabiliser son territoire sans tutelle extérieure. Cette trajectoire inquiète certaines chancelleries qui y voient un précédent, mais elle inspire aussi des communautés fatiguées des interventions étrangères. Sous la figure d'Ibrahim Traoré, le pays devient un point de référence, non par puissance, mais par cohérence. Les chiffres, opérations réussies à 68%, participation populaire croissante, logistique assainie, construisent une crédibilité nouvelle. Pour le Sahel, un État qui se redresse modifie l'équilibre entier de la région. Ainsi, les conséquences ne relèvent pas seulement de la sécurité, elles dessinent une recomposition sociale, politique et morale dont l'onde dépasse les frontières. Sur les 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, chacune portée par les dynamiques déjà visibles sur le terrain. Le scénario de base, le plus probable selon les tendances actuelles, repose sur une stabilisation prudente. Les brigades bures continueraient d'assurer la sécurisation des axes frontaliers, tandis que l'administration civile, encore fragile,
poursuivrait sa lente réactivation. Les attaques resteraient en recul dans les zones autrefois inaccessibles, mais la tension diplomatique persisterait avec les capitales occidentales sans toutefois déboucher sur une rupture ouverte. Dans cette projection, les infrastructures, routes, petites écoles, centres de santé redeviendraient les piliers d'un quotidien sobre mais fonctionnel. C'est un scénario de continuité où le pays reste pauvre mais debout. Le scénario optimiste imagine une maturation institutionnelle accélérée. Les pratiques organisationnelles adoptées dans l'armée, discipline, ponctualité, mécanismes de suivi, s'étendraient progressivement au ministère civil. Le modèle du commandement deviendrait une culture de service public, réduisant la corruption et réhabilitant la presse locale. Les coopératives civiles militaires, déjà actives autour des marchés et des infrastructures agricoles, joueraient un rôle central. Elles garantiraient une gestion partagée des ressources, limitant les dérives de pouvoir. Dans cette perspective, la croissance dépasserait les 4%, soutenue par l'agriculture, l'énergie solaire et la reprise des échanges transfrontaliers. Le Burkina Faso entrerait alors dans l'histoire comme un pays ayant converti la guerre en gouvernance civique. Le scénario pessimiste, lui, s'active si la pression internationale s'intensifie. Des sanctions, la réduction des investissements régionaux et la montée d'une opposition intérieure frustrée pourraient créer une zone d'instabilité nouvelle. Le pouvoir, acculé, resserrerait sa main, compromettant l'élan moral né du renouveau militaire. Les programmes sociaux ralentiraient, les coopératives seraient mises en tension, et les avancées logistiques se heurteraient à l'isolement diplomatique. Le pays tiendrait, mais au prix d'un souffle raccourci, risquant de répéter les cycles du passé. Entre ces trois voies, la différence ne tient pas à la chance, mais à un principe simple, la capacité à relâcher la pression sans perdre la maîtrise. C'est ce dosage qui déterminera si la consolidation actuelle devient une fondation durable ou une parenthèse fragile. Pour comprendre ce que cette transformation signifie réellement, il faut descendre à hauteur d'individus et observer comment trois groupes distincts vivent le renouveau en cours. Pour les travailleurs ordinaires, ressent l'impact de manière immédiate. Dans les marchés frontaliers, les déplacements redeviennent possibles sans escorte, les convois de farine arrivent à l'heure et les petits commerces rouvrent après des années d'interruption. Pour ces hommes et ces femmes, la sécurité n'est pas un concept institutionnel. C'est la différence entre une journée productive et une journée annulée par la peur. Leur quotidien gagne en prévisibilité, et cette prévisibilité est déjà une forme de dignité retrouvée. Pour les jeunes urbains comme ruraux, voient dans les changements actuels une chance inattendue de reprendre un chemin interrompu. Les écoles fonctionnent de nouveau, les déplacements entre villages ne sont plus des expéditions risquées, et les programmes de volontariat offrent un cadre à ceux qui souhaitaient participer sans appartenir à l'armée. Pour eux, la stabilité n'est pas seulement une protection, elle devient un horizon. Ils en parlent comme d'une possibilité d'étudier, d'entreprendre, de voyager, de prévoir l'année suivante sans crainte constante. Pour les familles directement touchées par les années de violence, mesure le renouveau avec plus de gravité. Les blessés de guerre sont suivis, les veuves reçoivent un soutien administratif et les orphelins sont pris en charge par des programmes qui n'existaient pas auparavant. Ce n'est pas une guérison complète, mais une réparation lente qui redonne un cadre à des vies brisées. Pour ces familles, chaque route sécurisée, chaque école protégée, chaque marché rouvert est une preuve que la douleur n'a pas été vaine. Ainsi, dans ces trois cercles humains, le renouveau cesse d'être une abstraction. Il devient un quotidien qui recommence à tenir debout. Pour que l'élan actuel ne se dilue pas, une feuille de route structurée s'impose, articulée autour de quelques étapes précises, capables d'assurer continuité et lisibilité. La première consiste à ancrer la discipline administrative en transposant dans chaque ministère les mécanismes déjà éprouvés dans l'armée, ponctualité, suivi des résultats, transparence minimale. Ibrahim Traoré l'a déjà amorcé, mais la stabilisation exige que ces pratiques deviennent des normes reproductibles, indépendantes des personnes. La deuxième étape repose sur la consolidation logistique, cœur technique de toute souveraineté durable. Les ingénieurs issus des unités militaires doivent poursuivre leur détachement vers les travaux publics afin de sécuriser les routes, refaire les ponts et garantir l'accès énergétique. Si ces infrastructures tiennent, le reste suivra. Commerce, santé, déplacement civil. La troisième étape
vise à humaniser la défense, non en adoucissant sa mission, mais en intégrant pleinement blessés, veuves et orphelins dans le tissu social. L'agence ASVIG, déjà active, doit devenir un pilier de cohésion. Chaque dossier suivi n'est pas une charge, c'est un ciment national. Le soutien social est ici une stratégie de long terme. La 4e étape consiste à partager la responsabilité sécuritaire avec les communautés locales. Les programmes de sécurité rurale co-dirigés doivent être élargis afin que la souveraineté ne repose pas sur une hiérarchie verticale, mais sur un maillage civique. Plus les villages participent, moins les zones grises réapparaissent. Enfin, la 5e étape impose une mesure régulière et publique des performances. Temps de réaction, accès aux services, perception de sécurité. Sans ces repères trimestriels, aucun progrès ne peut durer. Le courage n'a de valeur que s'il se vérifie dans les faits. Ainsi se dessine un chemin où la force, la logistique, le social, la communauté et l'évaluation forment un ensemble cohérent. Dans la lumière tombante de la fin de journée, une image revient comme un fil conducteur, celle du colonel Mouzadou tenant la ligne à K, visage marqué mais posture intacte. Cette figure, que nous avions croisée plus tôt dans le récit, incarne quelque chose de plus profond qu'un simple acte militaire. Elle représente la persévérance ordinaire d'hommes qui n'avaient plus de raison d'y croire et qui pourtant sont restés debout. À mesure que le pays avance, cette mémoire ne s'efface pas. Elle se transforme en boussole morale. Autour d'Ibrahim Traoré, cette constellation de visages révèle le véritable moteur du renouveau, une fidélité silencieuse, née non de slogans, mais d'expériences partagées. Dans les casernes, dans les villages, dans les bureaux improvisés des brigades bures, on raconte les mêmes gestes, des transmissions rétablies, des machines réparées, des routes sécurisées, comme des preuves qu'un pays peut se reconstruire sans triomphalisme. Ce retour constant aux anonymes du terrain rappelle que le renouveau burkinabé n'est pas une histoire de gloire individuelle, mais une élévation collective. Et dans ce mouvement, un principe demeure. Ce sont les hommes de l'ombre qui donnent sens aux trajectoires des figures publiques. Une nation tient par ses liens, pas par ses mots. Le récit qui se déploie au Burkina Faso n'appartient à personne en particulier. Il circule entre les villages, les casernes, les marchés et les voies ordinaires qui composent la trame d'un pays en reconstruction. Chacun y trouve une place différente. Certains observent avec prudence, d'autres participent avec conviction, d'autres encore restent dans l'attente, espérant que la stabilité naissante ne sera pas une parenthèse. Ce moment n'exige ni adhésion aveugle, ni scepticisme systématique, mais un regard attentif sur ce qui se transforme réellement. Partager cette histoire, ce n'est pas glorifier un pouvoir ou répéter un récit officiel, c'est prendre part à une conversation plus large sur ce que signifie se relever sans permission. Dans un monde où tant de nations vacillent entre fatigue et résignation, comprendre ce qui se joue ici devient déjà un acte de lucidité. Alors, si ce parcours vous a marqué, posez-vous simplement la question. Quelle place choisiriez-vous dans un pays qui décide de se redresser ?